Le 4 mars, le Mouvement pour la paix a organisé un rassemblement devant le palais de justice de Périgueux contre les frappes en Iran, en Israël et ailleurs. Le golfe arabo-persique est une poudrière qui est sur le point d'exploser si le conflit continue. Les États-Unis ont procédé au plus important déploiement militaire dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Et depuis le 28 février, donc, le conflit s'étend à la plupart des pays au Moyen-Orient. Cela va géographiquement de Chypre, l'île de Chypre, ou aux eaux territoriales du Sri Lanka à l'est. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas si ce conflit dégénérera en guerre ou s'il se refroidira temporairement, comme ce fut le cas le 13 juin 2025 pour la guerre des 12 jours. Voici maintenant des enregistrements de micro-trottoirs réalisés après ce rassemblement, avec des personnes qui ne sont pas candidates sur des listes au municipal. Suite au début du mois de mars très violent, avec les bombardements qu'il y a eu à la fois partagés entre Israël et les États-Unis sur l'Iran, une manifestation s'est organisée devant le palais de justice le mercredi 4 mars à 17h30 avec un petit discours. Donc c'est pour le Mouvement pour la paix. Et on va donc donner la parole à des personnes qui ne sont pas candidats aux listes aux élections municipales pour pouvoir diffuser sans avoir à respecter l'équité de temps de parole. Bonjour Jacques Tessier. Bonjour. Vous êtes présent à cette manifestation. En quel honneur elle s'est organisée ? Des honneurs peut-être. Elle s'est organisée parce que la question de la paix est une question essentielle pour tous les peuples, singulièrement en ce moment pour les peuples du Moyen-Orient et d'Iran et des pays voisins, avec un impérialisme de plus en plus agressif qui, avec Trump d'un côté, Netanyahou de l'autre, qui, sans aucun mandat international, en violation totale de ce droit international, ont décidé, à titre préventif, disent-ils, mais dans le droit international, cette notion de guerre préventive n'existe pas, ils ont décidé de frapper l'Iran avec plusieurs arguments. Au début, Trump a dit c'est pour aider le peuple iranien à se libérer du joug des mollahs, du joug sanguinaire des mollahs. Après, il a dit c'est tenant compte que les négociations pour interdire le nucléaire militaire et les missiles, comme les négociations ont échoué, il faut frapper. Enfin, il a utilisé plusieurs arguments. Et en définitive, ils ont décidé de bombarder à la fois les populations civiles, les sites militaires. Ils avaient même affirmé l'année dernière, quand ils avaient frappé déjà, qu'il n'y avait plus aucun risque de missiles, que ça y est, le programme nucléaire militaire était anéanti. Et puis aujourd'hui, on constate que l'Iran réplique. Évidemment, elle ne va pas se laisser faire, elle réplique en envoyant des missiles, à la fois des missiles et des drones à la fois sur Israël, où c'est la population civile là aussi qui est touchée, et puis dans les pays du Golfe qui ont des bases militaires de l'OTAN, à la fois des bases militaires américaines, mais aussi des bases militaires françaises. Donc il y a un très fort risque d'embrasement avec tout ce que ça comporte après comme incidence sur les populations, sur la situation internationale. Et donc je pense qu'il est important de manifester notre attachement à la paix, d'autant que les déclarations du président de la République sont particulièrement inquiétantes. Il s'aligne complètement sur la position de Trump et de Netanyahou, sans aucune retenue, sans aucune réserve. Et avec un changement de doctrine nucléaire aussi. Tout à fait, alors qu'il y a quelques pays, dont l'Espagne, qui honorent un peu la position européenne. Ils tranchent en disant, certes, le régime iranien est un régime despotique, sanguinaire, mais on ne peut pas régler par la force la situation. On ne peut pas faire le bonheur du peuple iranien en envoyant l'armée, en envoyant des bombes. C'est au peuple iranien lui-même à trouver sa voie, comme c'est au peuple palestinien, etc. Et donc, avec un changement de doctrine nucléaire de Macron, qui a décidé de relancer la construction de nouvelles ogives de têtes nucléaires sur nos sous-marins à lanceurs d'engins.
Peut-être un point de vue avec du recul sur la situation économique du dollar, et donc en fait toute la sphère d'influence des États-Unis d'Amérique dans le monde qui, suite au prolongement de la guerre en Ukraine avec la Russie, a montré un peu de la faiblesse et finalement commence à battre de l'aile, l'aigle américain. Et puis, donc on parlera peut-être un peu de ça après, mais tout d'abord, un point de vue sur l'échéancier très court terme. En fin de mois de 2026, en fin de mois d'octobre, il y a les élections législatives en Israël, et puis il y a ensuite les midterms au début du mois de novembre en 2026. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un échéancier qui se rapproche aussi pour ces deux personnes, l'Israël et les États-Unis. Alors ce qu'on constate quand même, c'est qu'en Israël, l'immense majorité de la population approuve malheureusement la position de Netanyahou. Il n'y a que le Parti communiste israélien et les partis pro-arabes qui sont contre. Tous les autres, ils se sont rangés. Alors qu'aux États-Unis, les derniers sondages disent que, y compris dans l'électorat de Trump, il y en a qui ne sont pas très chauds pour cette guerre, d'autant que Trump s'était fait élire sur l'idée l'Amérique d'abord, et on n'interviendra plus militairement. On ne fera pas le gendarme du monde, on n'enverra pas des soldats, des forces, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a quand même un puissant mouvement aux États-Unis avec des manifestations, des élections très difficiles pour Trump. Si on voit New York, le résultat des élections municipales à New York, et si on voit tous les sondages, Trump est en grande difficulté, alors que Netanyahou, en Israël, il ne semble pas en difficulté. Et il joue la carte, il s'appuie sur les forces militaires américaines, mais sa population le soutient malheureusement. Le mouvement de la paix a été puissant en Israël, si on se rappelle les réfusniks, ceux qui ne refusaient pas d'aller faire leur service militaire, mais qui refusaient d'aller dans les territoires occupés. Ouais, ça a été un mouvement puissant. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Bon, c'est vrai qu'ils sont réprimés, mais il n'y a plus ce mouvement de masse. Ce mouvement pour une paix juste et durable, ça n'existe plus en Israël. Et sur la position du dollar, alors qui est mis en compétition avec les BRICS, et la Chine qui est forcément donc celui qui a le plus de capital, qui a créé une banque d'investissement pour les pays, une banque de développement pour les autres pays du monde qui veulent se soutenir plutôt des BRICS plutôt que le FMI et les institutions qui étaient plutôt dans le giron américain. Il y a quand même une compétition aussi du point de vue économique du dollar. Là. Ah, tout à fait, il y a une très forte compétition. Et quand même, les BRICS, c'est un peu particulier parce qu'il y a tout dedans. Il y a à la fois la Chine, mais aussi des monarchies du Golfe. Il y a des pays où la démocratie, que ce soit la Chine en premier lieu, c'est un mouvement assez hétérogène, mais c'est une puissance économique très forte. Ils refusent la domination du dollar et ils mettent du coup en difficulté l'économie américaine, cette puissance du dollar et toutes les décisions de Trump de jouer la carte du plus fort en imposant sa loi, y compris économiquement, en surtaxant. Là, en ce moment, il a décidé de surtaxer les pays qui enverraient de l'aide à Cuba, qui est dans un état de blocus depuis maintenant des années, et maintenant c'est sur le pétrole, tenant compte que c'était le Venezuela qui fournissait l'essentiel du pétrole. Aujourd'hui, Cuba est dans une position catastrophique. Voilà. Bon, ils ont déjà souffert de plusieurs années de blocus à Cuba, donc ils pourront encore survivre. L'approvisionnement pétrolier, c'est sûr que ça ne va pas les aider, mais ils sont déjà habitués à se serrer la ceinture. Et en opposition, peut-être pour finir là-dessus, nous, en tant que pays européen, qui en Europe, nous consommons 50 millions de barils par jour, et ça commence à se réduire, donc c'est pour ça qu'on voit aussi des velléités de récupérer du gaz dans des pays qui sont plus gros producteurs. Nous, notre consommation de pétrole n'a pas commencé à fléchir. Notre consommation est toujours aussi gros. Aux États-Unis, c'est pareil, le mode de vie américain n'est pas négociable, comme disait Bush à une époque. Tout à fait. Donc on a aussi un impact au niveau citoyen pour que les dirigeants, entre guillemets, fous, qui nous dirigent, puissent comprendre aussi qu'on n'est pas de cet avis non plus. Absolument, non mais il y a effectivement une compétition et il y a effectivement des risques, d'autant qu'en France, il y a quand même de plus en plus d'argent pour le militaire et il y a de moins en moins pour les services sociaux, pour les services publics, pour les municipalités, les communes, les conseils départementaux.
avec toutes les incidences que ça a dans le domaine de l'aide aux associations, de l'aide à la culture. Ça commence à devenir extrêmement problématique, cette situation. C'est vrai qu'en investissant ces budgets faramineux sur le militaire, sans qu'il y ait de risque, enfin il n'y a pas de risque que la France soit demain agressée par la Russie. Bon, faut se calmer là-dessus. Bon. C'est vrai que la Russie a une politique extrêmement belliciste sur l'Ukraine, et sûrement sur d'autres pays limitrophes, mais la France, bon, voilà. Il faut faire attention à ce qu'on entend alors dans des médias traditionnels, par exemple. Tout à fait. Il y a vraiment une surenchère, notamment de ces grands médias qui sont entre les mains des milliardaires, d'une poignée de milliardaires. Il y en a quelques-uns qui résistent, mais pas beaucoup. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc médiatiquement aussi, ayez du recul en période de guerre. Merci Jacques Tessier. Merci à vous.